mesdames et messieurs, merci de nous suivre depuis les différents lieux d'où vous vous trouvez et merci aussi de nous témoigner cette marque de confiance. La mamie sur le bureau de la centrale électorale, c'est le constat de Moïse Katumbi à Jeune Afrique. Échange entre le même Moïse Katumbi et l'ambassadeur Mike Hammer. Est-ce que c'est un lobbying dont le président Tshisekedi devrait s'inquiéter? Christian Nzungu, analyste indépendant, et maître Richard Pinda, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bonjour messieurs. Bonjour. Bon début de semaine à vous. Bonjour. Le président du parti politique Ensemble pour la République, lors d'une interview accordée à Jeune Afrique, a été très critique envers le régime Tshisekedi. Il y a des gens qui pensent avoir des animateurs dans le bureau de la CENI qui seront instrumentalisés. Ils se trompent. Fait-il référence à la candidature de Denis Kadima? Pourquoi sa personne fait tant redouter? Maître Richard Pinda. Madame, je voudrais d'abord qu'on se mette d'accord sur beaucoup de paramètres qui sont pris en compte sur cette fameuse désignation et la personne de Kadima qui poserait problème, semblerait-il pour certaines personnes. Il prétexte que Kadima poserait un problème sans en apporter la moindre preuve. Je voudrais ici en passant présenter mes vives condoléances à la communauté katangaise et aussi en passant à la famille de Kyungwa Kumanza et sans oublier bien sûr sa famille politique. Alors, je voudrais en venir pour dire tout simplement que il faut voir les choses comment est-ce qu'elles se sont présentées. À un moment donné, nous sommes partis du principe que les confessions religieuses, de par la loi électorale, plutôt la loi organique, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, c'est-à-dire la loi organique, il leur a été conféré le plein droit de pouvoir désigner qui pouvait être président de la CENI. Ici, je vois les confessions religieuses, la composante confession religieuse, et la procédure a été telle qu'elle, on devait ensemble, c'est-à-dire les 8 confessions religieuses, tous ayant une même voix, c'est-à-dire qu'ils sont soumis au même point d'égalité et qu'ils doivent en principe se prononcer là-dessus. Nous nous sommes rendus compte que dans un premier temps, on a accusé Kadima d'avoir corrompu, et que par des suites, il devait se retrouver. Nous avons des innovations qui ont été portées, entre autres la commission paritaire qui a été instituée par la plénière de l'Assemblée nationale pour éventuellement examiner la régularité de la procédure portant désignation de membres qui devaient être au niveau de la Banque. Vous allez vous rendre compte que l'opposition a boycotté, ils ont quitté. Ils ont refusé de faire partie de cette commission paritaire, mais ce n'est pas pour autant que la commission n'a cessé d'être une commission paritaire. Elle demeure ainsi. Vous allez vous rendre compte que l'Église catholique et l'Église protestante au Congo ont été conviés à se retrouver que leurs animateurs au sein de la composante confession religieuse, se sont pris en prétextant que Kadima aurait corrompu. Et ils partaient de principe qu'ils ont des audios, ils ont tout ce ils ont été conviés à la commission paritaire pour éventuellement statuer sur cette question. C'est en ces lieux-là qu'ils pouvaient brandir ces éléments de preuve pour l'écarter. Donc c'est plus facile de brandir les éléments de preuve et l'écarter. Mais lorsque nous allons dans le fond de cette matière-là, vous vous rendez compte, vous conviendrez avec moi que jusqu'ici, personne n'a amené un seul élément de preuve, mais ou le début d'un élément de preuve. Il n'y en a pas. J'ai suivi hier un des représentants, le porte-parole de l'Église du Christ au Congo, sur Top Congo, si vous me permettez. Il a fait cette déclaration pour dire que nous y allons, c'est-à-dire que nous allons mettre ces audios à la disposition de tout le monde. Ça, c'est d'abord un fait. Deuxièmement, il est revenu pour dire ceci. Oui, mais maître, en tant qu'homme de loi, est-ce que c'est crédible? On accorde une preuve comme l'audio, est-ce qu'on y accorde de l'importance? Déjà, de la manière dont elle est obtenue, puisque les autres confessions religieuses se sont senties très mal à l'aise d'avoir été espionnées, c'est déjà un crime. C'est-à-dire que la vie privée de ces gens-là, ce qui se disait en privé, avait été violée. Quelle est la légalité? Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que les autres ont même refusé d'aller continuer à la CENCO parce qu'ils se sont dit qu'ils sont dans une situation inconfortable. Et deuxièmement, ils n'ont pas reçu l'autorisation de qui que ce soit pour éventuellement les faire. Ça, c'est un fait. Je veux en venir
Et je reviens encore pour vous allez vous rendre compte que dans la pratique, ils se sont révélés très contradictoires. Lorsqu'il parlait, il a relevé un élément pour dire ceci, que nous allons en venir, c'est-à-dire que nous mettrons ces éléments de preuve à la portée de tout le monde. Et nous n'attendons que ça. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, il a relevé encore un autre élément pour dire que parmi les critères, c'était une critère d'indépendance. Il a dit, mais lorsque la candidature est portée par un parti politique, les concernés ne deviennent plus indépendants. C'est-à-dire que comme je suis là et que je suis de l'UDPS et que je défends moi la légalité et que je pense qu'on ne doit pas écarter Kadima parce qu'il appartiendrait à telle ou telle tribu, ok, on dirait que non, je porte pas, je défends la légalité. Okay. Si l'UDPS défend le respect des règles qui sont établies, cela ne fait pas de lui porteur de cette affaire. Alors, je voudrais en venir pour dire ceci. Aucune autre des conditions, lorsque vous lisez les lois, ok, vous lisez la loi organique, lorsque vous lisez la Constitution, lorsque vous lisez la charte même on est dit nullement que le candidat président de la CENI ne peut pas provenir de la même province ou même pas de la même tribu que le chef de l'État. Ouais. Donc c'est un faux prétexte que les uns et les autres avanceraient pour éventuellement écarter les dits Kadima, si seulement c'était lui Kadima qui est éventuellement... Oui, parce que jusque-là, on ne comprend pas pourquoi on fait tout un tas de bruit autour de Kadima, alors que les confessions religieuses n'ont jamais divulgué, on va dire, le résultat de leur PV. Ils ne l'ont jamais dit comme ça. Hier, le porte-parole de Dokamba, le pasteur de l'église du Christ au Congo, a fait mention de Kadima. Je voudrais relever, vous allez vous rendre compte que lorsqu'ils ont été conviés par la bouche de l'abbé Chollet, ils ont refusé d'y aller. Ils vont revenir après pour nous dire que qu'ils pouvaient maintenant aller se joindre aux autres pour échanger, en prétextant que l'abbé Outembi, le monseigneur Outembi n'était pas présent, ainsi de suite, tout ça. Donc, moi je comprends qu'avec l'abbé Chollet, ils se sont rendus compte qu'il y a eu beaucoup de gaffes, alors ils ont maintenant faut aller carrément chez le président de la Synco. Et curieusement, excusez-moi, curieusement, ils prétendent aller voir le président de la République pour que le président de la République résolve. Et ce faisant, ils se fondent sur l'article 69 de la Constitution pour dire que le président de la République étant le garant des institutions. Et mieux encore, ils disent que puisque cela est arrivé avec Ronsard, que le président de la République était intervenu, et ainsi de suite. Tout ça. Alors, je voudrais relever une chose. Il faudrait quand même passer la parole à votre face-à-face. Je voudrais relever ceci. Oui. Alors, je voudrais relever pour dire ceci. C'est une lecture qui est complètement biaisée. La composante confession religieuse n'est pas une institution. Oui. Ça, c'est un fait. Pourquoi le président de la République était intervenu dans le dossier Ronsard? C'est parce qu'antérinement et par des suites, l'Assemblée nationale avait proposé le candidat intervenu. Alors, lorsqu'on demande au président de la République, bon, voilà. Voilà, ok, ça, on y est encore, hein. Ce que je lis de Kadima, il est expert en élection, démocratie et bonne gouvernance. Il a à son actif plus de 30 ans d'expérience professionnelle en leadership, planification stratégique et j'en passe. Beaucoup de choses, et moi je me dis que c'est vraiment, n'est-ce pas là le profil recherché pour assumer les tâches du président de la CENI lorsqu'on regarde de manière objective. Monsieur Nzongo. Si le CV de M. Kadima que vous citez est celui-là, il est l'homme de la situation. Mais il faut bien tenir compte que la désignation du président de la CENI est un consensus qui doit émaner des confessions religieuses plus de la société civile. C'est pour ça que je dis que les confessions religieuses pour l'instant sont en train de traîner. À force de traîner, ça risque d'être décidé par le Parlement. Oui. Et par la suite, on risque de parler de dictature. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on est encore en train de perdre du temps. Alors que le souci, c'est de s'asseoir, trouver un consensus et passer à autre chose. Par contre, pour revenir sur ce que disait Maître Richard Pinla, c'est normal que certaines personnes se posent la question de la tribu. Ça, c'est normal aujourd'hui. Parce que la plupart des nominations émanent en ce moment d'une certaine tribu. C'est normal de poser la question. Par contre, sur les qualités de la personne désignée, parce qu'on ne sait pas, on n'a pas encore un nom, si la personne désignée, M. Denis Kadima, avec le CV
que tu viens d'élaborer, c'est la personne idéale. Bien sûr. C'est pour ça que je dis que ça ne poserait pas Quand je dis bien sûr, c'est pas dit que c'est bien sûr lui. Je dis bien sûr, moi je parle du CV. Lui, avec le CV que vous venez de donner, il est expert en élection. C'est la personne idéale. Maître, vous n'allez pas instrumentaliser le peuple congolais. Il n'est plus le même qu'on a eu, ça c'est Moïse Katumbi, qu'on laisse la société civile, les églises librement. Alors, étant déjà sûr que cette société civile ou ces églises choisissent les animateurs librement elles-mêmes, puisqu'elles disent qu'elles sont menacées, qu'il y a des odieux et tout ça, mais est-ce que d'elles-mêmes, de leur côté, elles n'ont pas un jugement biaisé? Vous savez, quand on est en politique, on est stratège. Je pense que si ces audios-là existaient, ça aurait même fuité. Bien sûr, sur les réseaux sociaux. Ça aurait fuité. Et l'Église aurait dit, on n'en sait rien. Ces audios n'existent pas. Je prends à défi qui vous voulez, ok, pour nous montrer un iota de cela. Je suis un peu écœuré lorsque mon co-débatteur en face dit que c'est normal qu'on pose la question de la tribu. Non, c'est pas normal. On doit considérer l'individu en face de vous. Ok, je suis marié à une femme qui n'est pas de chez moi. Nous avons un enfant qui est né de cette union-là. Ok, il prend une partie de ma femme et une partie de moi. Est-ce qu'on peut poser la question des tribus à ma fille? Je pense que vous n'avez peut-être pas compris ce que je viens de dire. Je dis simplement que dans une société, il est normal de se questionner. Cette question-là, je vais essayer juste de finir mon propos. La question de la tribu se pose pourquoi? Parce que certaines personnes essaient de comprendre le pourquoi du comment. Par contre, refuser qu'on pose la question, c'est de l'intolérance, selon moi. Toute question mérite d'être posée aujourd'hui. Mais si on refute ce questionnement-là, ça devient de l'intolérance. Non, je pense que lorsque nous sommes une nation et que nous voulons de nous unis et forts, on doit plutôt privilégier ce qui est compétence. Des valeurs autres, puisque l'on dit l'indépendance, on peut être de la même tribu que le président de la République, savoir dire non au président de la République. Et quand vous lisez dans les réseaux sociaux, vous voyez ceux qui sont du Kasaï, comme le président de la République, qui l'insulte. D'ailleurs, qui les traite de tous les noms. Bien sûr. Vous en avez de ceux qui sont, du Kasaï, qui sont soit à l'ensemble. D'ailleurs, Jacques Ndala, qui venait d'être arrêté récemment ici, il est contre le pouvoir de Tshisekedi, et pourtant, il est du Kasaï. Vous pouvez voir Francis Kalombo et consorts. Raison pour laquelle j'ai dit, puisque nous allons nous retrouver dans cette réalité-là. Aujourd'hui, le Congo n'est pas une réalité tribale dans ce sens qui appartiendrait à un groupe d'individus provenus d'une tribu. En lieu et place, nous devrions en principe privilégier l'unité nationale, les compétences des uns et des autres pour que ça produise. Je vous prends un cas pratique. Le ministre de l'économie, je ne sais pas d'où il vient, il a pris une décision. On me dit qu'il serait de Maniema, semblerait-il. Alors, il est du Maniema. Lorsqu'il prend la baisse des prix de billets d'avion, par exemple, est-ce que c'est seule sa tribu qui en profite ou que c'est toute l'étendue de la République, tous les Congolais pris de manière générale qui devraient en profiter? C'est tous les Congolais de manière générale. Lorsque nous disons tout le temps tribu, nous faisons ce qu'on appelle l'hégémonie, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut. Oui, l'hégémonie de quelque chose. Oui. De cette anti-valeur. On aurait souhaité, moi j'aurais souhaité qu'on ne s'interroge pas sur cette question-là, puisqu'elle n'a pas sa raison d'être, elle ne nous aide pas à avancer, ok, elle nous aide par contre à reculer. C'est un instrument. Et puis maître, quand on dit tribu, excusez-moi, maître, quand on dit tribu, un instant, monsieur Nzungu, quand on dit tribu, je ne comprends pas, parce que quand on dit tribu, ça veut dire on est de la même tribu que quelqu'un. Mais quand on regarde, c'est peut-être à travers des noms que les gens se disent que telle personne, ce nom-là a une connotation de telle tribu. Mais des fois, comme on est dans un pays où nous vivons avec des Ndoi, moi j'ai des Ndoi, comme on le dit ici, des homonymes, mais qui sont d'une autre tribu. Mais on m'a juste donné ce nom-là. Vous voyez un peu. Et plus tard, on va attribuer ces noms-là à la tribu alors que ce n'est pas ça. Madame, on dit... On pourra peut-être parler de regroupement. Son nom, c'est Kyungu Wakumwanza. Mais on pourrait l'imputer au Kasaï. Disons que son nom était... En fait, oui, maître, monsieur Nzungu, vous voulez dire? L'histoire du Kasaï et des Katanga est un peu liée. Donc là, on ne va pas mélanger, je vais essayer de rester sur mes propos. Je ne suis pas du tout pour le tribalisme, parce que la République démocratique du Congo est une nation entière. Le tribalisme, je suis contre. Je vais juste réitérer mes propos. Quand je dis qu'on peut se poser la question, c'est normal en société que certaines personnes posent des questions. Toute personne provenant du Kasaï qui insulte le président, je ne tolère pas. Les insultes n'ont pas leur place au Congo d'aujourd'hui.
On doit avoir des débats en acceptant les avis contraires. Aujourd'hui, quand des personnes se posent la question sur la tribu, c'est peut-être pas du tribalisme. C'est juste un constat qu'on peut faire. Moi, je milite contre le tribalisme. Pour moi, le Congo est une nation qui regroupe des tribus et des ethnies. Le jour où le Congolais arrivera à passer au-delà de tout ça, c'est la compétence qui prime. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de... Alors, M. Nzungu, puisque Maître Richard a parlé, le consensus exigé. La MOUCA, FCC et autres politiques exigent un consensus entre ces différents acteurs de la société civile pour arriver à produire un PV, on va dire, qui arrangerait tout le monde. Alors, est-ce que cela ne nous mène pas quelque part à un glissement? En fait, dans l'idéal, il faudrait trouver le consensus rapidement. Le consensus permettra d'avoir des élections sans avoir de glissement. C'est pour ça que je dis que les confessions religieuses sont en train de traîner, et cela peut soit entraîner une décision qui sera prise par le président du Parlement, qui sera traitée de dictature parce qu'il fait partie de l'Union sacrée. Alors que c'est simplement la loi qui l'oblige et la Constitution. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, plus tôt on trouvera le consensus, mieux on évitera de faire un glissement. Maître, et dans le processus électoral, c'est vrai, peut-être on ne va pas parler de glissement, mais retard maintenant dans le processus électoral. Puisqu'il ne faut pas oublier que nous avons les, comment on dit, enfin le mot va me revenir, on doit faire... oui, le recensement, merci M. Nzungu, on doit faire le recensement et c'est crucial. Donc, je pense que sur cette question de recensement, il y a une réponse qui avait été déjà donnée. Oui. Comment dire, ce n'est pas lié aux élections. Ok, les recensements, on en a besoin, il faut obligatoirement le faire. Ça nous permettra de pouvoir... Mais pour améliorer le fichier électoral, exactement, enrôlement, tout ce que vous voulez, revisitation du fichier. Je voudrais d'abord revenir sur ce que vous soulevez. Je l'ai entendu le dire encore une fois de plus. Lorsque vous parlez du consensus, c'est dire une partie, donner une partie, c'est prendre une partie du texte qui régit les confessions religieuses pour prétendre que c'est le consensus. Vous allez vous rendre compte que l'article 18 de la charte, vous savez, la charte c'est quoi? C'est la loi des partis. Et quels partis ici? Il s'agit des confessions religieuses, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés ensemble, ils ont décidé de comment est-ce qu'ils doivent se comporter. Alors ils l'ont, comment dire, érigé en texte. Alors aujourd'hui, pour désigner, il y a deux choses, c'est-à-dire le consensus d'une part et le vote. Alors, lorsque le consensus ne tient pas, quoi de plus normal que d'aller au vote? Alors, si le consensus tel que présenté ne tient pas et ne continue toujours pas à tenir, il faille pour eux d'aller au vote. C'est une obligation. C'est-à-dire que devant la loi, comme dans cet ensemble de 8, ok, 6 ayant pris position pour un individu, c'est-à-dire M. Kadima, ils sont en droit de s'en prévaloir. Alors, je voudrais ici qu'on se mette d'accord sur un fait. Le processus tel qu'il est présenté, il tend à vouloir organiser les élections. Lesquelles élections? De manière à éviter à ce qu'il y ait des plaintes après. Mais nous avons une difficulté chez nous au pays. Quelle difficulté? Lorsque nous avons des textes, on voudrait trouver on trouve toujours des prétextes pour ne pas appliquer les lois qui existent. Ok? Vous savez, chez nous, on a pour habitude de dire apportez-moi les faits, moi je vous apporterai le droit. C'est tout simplement pour dire le réflexe d'un avocat, le réflexe d'un juriste, c'est que il vous dira sûrement que dit la loi. Nous sommes devant une situation qui est simpliste. On ne dit pas, on ne considère pas une église, puisque j'ai été même dessus, abasourdi, par les déclarations dites par celui qui a été au nom de l'ECC, le pasteur Zinga. Il dit ceci, que nous sommes structurés, organisés, nous existons, nous avons de l'ancrage, nous avons ceci, nous avons cela, parce que nous sommes Église catholique, parce que nous sommes l'Église du Christ au Congo. Je trouvais ça décevant. Vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, la confession religieuse Église des réveils n'a pas de l'ancrage. Vous n'allez pas me dire que l'Église kimbanguiste n'a pas non plus d'ancrage sur... Mais avant, sur terrain, on a l'impression que l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo ont un certain droit de veto. Non. Quand eux ils décident, ça veut dire que c'est... Détrompez-vous. Détrompez-vous. En fait, je pourrais juste revenir. Vous avez parlé de 6 contre 2. Mais les deux qui ne sont pas encore positionnés ont une influence importante au Congo. C'est-à-dire? L'Église catholique a toujours été dans l'opposition. Elle a toujours joué ce rôle d'opposition. Qu'on le veuille ou non. Attention, vous faites de l'Église catholique... Non, je ne fais pas de l'Église catholique. En fait, je tiens compte du poids de l'Église. Il faut dire les dirigeants de la... Enfin, c'est vrai, les dirigeants de... Au sein de l'Église catholique, vous avez... Moi, j'ai reçu certaines informations. Je vous prends par exemple
déjà, lorsque l'église Saint-Pierre, ici à Kasavubu, vous devez plutôt fêter 85 ans d'âge. Ces 85 ans d'âge, c'était la première messe d'ailleurs qu'avait célébré le cardinal Ambongo à l'époque. Lors de cette célébration, c'était à l'approche, à une semaine des élections, il a incité ses croyants à aller voter pour Chadari. Il n'a pas dit ouvertement Chadari, il a dit votez pour celui qui est catholique. Et en l'occurrence, c'était Chadari parmi ces candidats-là. Okay? C'est un catholique qui vient vers moi, qui dit non, je ne suis pas d'accord, ou que je n'ai pas été d'accord avec lui. Et il s'était regardé avec les autres qui étaient à côté. Mieux encore, il est même de la famille d'Ambongo. Il dit non, je suis catholique, mais je ne suis pas d'accord. C'est pour tout simplement dire que l'église catholique est là, implantée au pays. Exactement. Mais ce n'est pas la seule église qui existe au Congo. Okay? Vous n'avez jamais fait des statistiques pour savoir que telle confession religieuse en a moins ou telle confession religieuse en a plus. N'oublions pas que les kibonguistes aussi, ils sont en grand nombre. C'est ce que j'ai dit. Et les musulmans n'en parlent même pas. Oui, la partie est de la République, si vous allez dans les Maniema et consorts, ça, vous allez vous rendre compte qu'elle est beaucoup plus musulmane, c'est-à-dire que toutes les confessions religieuses ont le même droit. Et aussi, mieux encore, c'est là où ça fait mal. C'est de constater que ceux qui sont, on dit confession religieuse. Qui dit confession religieuse dit qu'ils ont la divinité avec eux, ou qu'ils sont supposés avoir la divinité avec Dieu, avec eux. Le Dieu que nous prions tous, peu importe, catholique et tout ce que nous voulons, ainsi de suite, tout ça, c'est un Dieu d'unité. D'ailleurs, raison pour laquelle on a créé l'écuménisme, pour mettre tous ces mondes-là ensemble. Mais si pareille division doit avoir lieu au sein de ceux qui sont censés encadrer les peuples de Dieu, plutôt j'allais dire, conduire ces troupeaux qui sont mis à leur disposition, je crains qu'ils se soient écartés de leur mission ou qu'éventuellement qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu qui devait les mettre ensemble pour évoluer. Non, ça c'est mon point de vue. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Je reviens très rapidement sur l'exemple que vous avez donné. Vous avez parlé d'une personne qui vous a donné un témoignage. Ça, on appelle ça une croyance et une généralité. Le problème, c'est que cette personne-là ne représente pas tous les catholiques. C'est pour ça que je dis qu'il faut être très, très, très méthodique. Quand vous citez un exemple qui vous parle, ce n'est pas la généralité. Moi, je rappelle simplement le rôle qu'a toujours joué l'Église catholique en RDC. Ce rôle-là, il n'est pas à négliger. Je ne dis pas que les autres églises n'ont pas d'ancrage. Je ne sais pas si on tient un même langage. Oui, non, on risquerait de biaiser. Non, on risquerait de biaiser une opinion. J'ai dit, j'ai reçu l'information. Oui, vous avez reçu, mais c'est un exemple. Cet exemple-là n'est pas une généralité. Mon épouse est catholique. Mais c'est ce que je dis. S'il vous plaît. Très bien. Je t'ai dit qu'au sein de ces églises-là, il y en a de ceux qui soutiennent, qui sont de l'UDPS, de la MOCA, de l'ensemble, de tout ce que vous voulez ainsi. Je suis d'accord avec ça. Oui. Alors, quand je prends de cette divergence qui existe, c'est cette diversité qui existe dans l'église, ainsi de suite. Donc, c'était une façon de dire que même dans cette église-là, il y a des gens... C'est ça que j'ai dit. Bon, on va évoluer. Il y a Steve Mbikaya, qui est le président du Parti travailliste, qui a dénoncé les propos de Moïse Katumbi et qui a rappelé la nécessité pour Félix Tshisekedi d'avoir un gouvernement 100% acquis à sa cause pour que le bilan de 2023 ne puisse pas être mitigé. Alors, y a-t-il à craindre encore que des ministres dans ce gouvernement de Warrior puissent saper la vision du chef de l'État? Après, il peut toujours critiquer les propos de M. Moïse Katumbi, mais après... Comme il a bien dit dans Jeune Afrique, dans l'Union sacrée, c'est un regroupement de plusieurs partis politiques. Donc forcément, on ne peut pas toujours être d'accord. Mais ils sont toujours sous la direction du Premier ministre et du Président de la République. C'est pour ça que je dis qu'ils doivent aller dans le sens du Président, dans sa vision. Mais ils ont quand même le droit de donner un avis. Ça c'est tout à fait normal. Mais maintenant, en ce moment, s'il y a Moïse Katumbi qui est le patron, on va dire, hein, le patron de son parti, oui, mais dans son parti, il y a ces ministres-là qui sont délégués au gouvernement. C'est vrai que parce qu'on est en RDC, c'est vrai que cette histoire à l'Union sacrée, ça c'est Maître Richard qui va répondre. À l'Union sacrée, on a toujours dit qu'il n'y avait pas d'autorité morale ou quoi que ce soit. C'était la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Mais quelque part, il n'y a pas à craindre que certains ministres puissent déroger à cette règle-là. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait savoir, quand l'Union sacrée a été faite, quels ont été les aboutissants et les tenants. Par exemple, si aujourd'hui je travaille dans une union, je vais suivre la vision de celui qui dirige l'union. Mais après, même si j'appartiens à M. Moïse Katumbi, il est le président de son parti. Mais est-ce qu'il peut décider de donner à ses ministres dans l'Union sacrée des directions à suivre? S'il le fait, dans ce cas-là, il risque de saper effectivement la vision du président. Maître Richard Mpinda, on dit de l'Union sacrée aujourd'hui que c'est un panier à crabes.
Madame, vous savez, nous devrions d'abord comprendre une chose. Déjà, pour que ce soit un panier à crabes, il faille nécessairement et obligatoirement que ce soit d'abord un panier. Pour contenir tout ce monde-là. Raison pour laquelle, vous savez, je l'ai toujours dit, nombreux sont ceux qui ont posé la question de savoir quel est le statut de l'union sacrée, a-t-elle une personnalité juridique, et ainsi de suite, tout ça. Madame, je dirais d'emblée que nullement besoin pour l'union sacrée d'avoir un statut, une charte, un cadre juridique et tout ce que vous voulez. Pourquoi? Tout simplement parce que un appel ne peut pas l'avoir. Je vous invite à mon mariage, vous vous attendez à ce que mon invitation au mariage, que mon mariage ait un statut juridique qui vous mettrait tous ensemble, ou que la fête de ce mariage-là, de ce mariage-là. Le président de la République a fait un appel à tout Congolais conscient qui souhaite, qui voudrait voir le bien-être de Congolais se matérialiser, et que par des suites, le président de la République a une vision et il pense que sur base de cette vision-là, il peut arriver à transformer. Il dit, vous tous qui croyez au Congo, vous tous qui voulez, qui souhaitez le bien-être de Congolais, moi j'ai une vision, venez vous joindre à moi. C'est-à-dire que ceux qui viennent adhèrent à cette vision-là. Nullement besoin d'avoir éventuellement une charte, d'avoir un statut pour évoluer. Moïse Katumbi n'a pas des ministres au sein de... les ministres de son parti au sein du gouvernement. Oui, mais c'est un parti ensemble, vous oubliez. Non, vous avez la plateforme. Un parti qui a des sous-ensembles. Vous avez la plateforme Ensemble pour la République et le parti de Moïse Katumbi ensemble. Donc il faut faire ces distinguos-là. Aucun des ministres ne faisant partie du parti de Moïse Katumbi est au gouvernement. Plutôt, vous avez la plateforme qui est devenue une plateforme politique et après, qui a au moins de représentants au sein du gouvernement. Nous devons faire la part des choses. Il faut faire le choix, c'est-à-dire un individu ou une personne ou la société, l'État. Alors, le choix ici, c'est que tout celui qui voudrait suivre Moïse, il est libre. C'est-à-dire qu'il peut suivre Moïse si Moïse veut quitter. Et Moïse, ici, ne menace pas la République pour l'intérêt de la République. Il menace la République pour ses intérêts personnels. Je vais vous faire une rhétorique. Ici, je vous réfère à ce qui est arrivé en 2015. Moïse a quitté Joseph Kabila, non pas parce qu'il a pensé que Kabila était devenu une menace, ou que Kabila n'agissait pas dans l'intérêt des populations, ou que Kabila avait bradé les richesses de la République. D'ailleurs, quand on cite, on voit les contrats miniers, on peut retrouver son nom quelque part. Si on fouille bien, on retrouvera sûrement son nom quelque part. Il s'est rendu compte qu'il était dans une position telle qu'il devait briguer à la présidence, à la magistrature suprême de la République. Qu'est-ce qu'il dit? Je quitte Katumbi, et je quitte Moïse et je quitte Joseph Kabila pour éventuellement me présenter comme successeur de... Pourquoi? Parce que le PPRD n'était pas d'accord ou prêt à pouvoir passer la main à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il se retrouve dans une situation telle qu'il y a une loi qui est proposée, l'initiative d'un Congolais, et il ne respecte même pas les principes de la démocratie. Ici, par principe de la démocratie, on sous-entend que M. Moïse Katumbi devait faire quoi? Devait laisser cette loi être programmée et discutée. Généralement, c'est comme aujourd'hui, par exemple, avec la loi électorale. Nos amis de la Mouka vous disent que nous avions des amendements à porter. Nous souhaitons des réformes. Dans une démocratie, qu'est-ce qu'on fait? Vous venez avec votre projet, vous faites un lobbying. C'est-à-dire que vous arrivez à convaincre les autres pour éventuellement l'amener à la conception que vous avez de cette loi, ce qui n'a pas été fait. Donc, j'aurais souhaité, moi, un comportement républicain, un comportement responsable, un comportement nationaliste, aurait été pour Moïse Katumbi de faire quoi? De se présenter à l'hémicycle et éventuellement de poser les problèmes à l'hémicycle, programmé. Il dit non, compte tenu de tel facteur, je pense que cette loi ne devra pas passer. Mais ici, vous vous rendez compte qu'un homme, c'est un dictat d'un homme qui a beaucoup d'argent, qui pense que avoir beaucoup d'argent lui permettrait d'agir d'une certaine manière. Alors, ma question, ce serait de savoir pourquoi est-ce que Moïse a adhéré? Moïse Katumbi, président, comme vous dites, un homme tout puissant, avec les moyens de sa politique, pourquoi a-t-il adhéré à l'Union Sacrée Nationale? Il a adhéré à l'Union Sacrée, selon moi. Il adhère parce que c'est quand même une figure politique du Congo. Et il a même dit dans Jeune Afrique qu'on lui avait proposé le poste de Premier ministre qu'il avait refusé. Donc, ce qui veut dire qu'il est quand même une personnalité importante du paysage politique. Il a été le gouverneur du Katanga. Oui. Il rappelle aussi, par contre, comme Maître Pune a dit qu'il n'a pas de ministre dans l'Union Sacrée, c'est un peu, pour moi, c'est pas vraiment logique, parce qu'on va pas parler de plateforme. C'est pour ça que je dis, quand on parle d'ensemble, c'est Moïse Katumbi. Si vous me dites qu'il y a encore une sous-plateforme, ça c'est vraiment partir dans les sous-ensembles. Mais dans la réalité, il a dit qu'il aurait dû avoir plus de ministres dans l'interview de Jeune Afrique.
Il le dit lui-même. S'il le dit, c'est qu'il estime qu'il a quand même des ministres. Mais dans son interview aujourd'hui, quand il adhère à l'Union Sacrée, il le rappelle. Il a rappelé pourquoi il a dû adhérer à l'Union Sacrée. Mais moi, si je repars avant... Et en ce moment, ils se sont, on va dire, se sont piétinés par la loi Tchani. Par la loi Tchani, ça c'est un autre débat. C'est une loi qui, pour moi, est un peu complexe. C'est pas le moment. On prépare des élections en 2023, je ne vois pas l'utilité. Avec le problème de recensement, le problème de désignation de la CENI, rajouter une loi Tchani. Vous ne pensez pas qu'il faudrait sécuriser On peut sécuriser, mais là, il y a des élections qui arrivent. L'échéance la plus importante qui arrive, c'est ces élections. Si on part sur la loi Tchani qui doit être débattue, qui n'est pas une loi sur la congolité, c'est plus un ajustement sur ce qui existe déjà. C'est pour ça que je dis, si on rajoute des problèmes, alors qu'on a déjà d'autres problèmes à régler. La priorité, c'est l'élection, recensement, choix de la CENI. Ensuite, par la suite, après les élections. Et en quoi cette loi changerait quelque chose? Puisque nous avons une loi aussi qui fait jaser, c'est celle sur la dot de la femme. Vous direz aussi que celle-là aussi retarde quelque part les élections? C'est comme je dis souvent, au Congo, on se cherche des problèmes là où il n'y en a pas. La loi sur la dot. Est-ce qu'une dot peut être payée à 500 € sans les à côté? Non. Mais justement, on parle de la dot, on parle de l'argent, pas des à côté. 500 €. 500 $ pour la dot. Mais quand la dot sera organisée, ça va valoir plus. Donc c'est là qu'il faut problème. C'est pour ça que je dis, en fait, on essaye de créer des problèmes là où il n'y en a pas, au lieu de régler les problèmes les plus importants. Le problème le plus important pour moi, l'échéance à venir, c'est l'élection. Après la loi Tchani, c'est une loi qui peut être intéressante pour le Congo, mais on peut le faire après les élections de 2023. Ce n'est pas l'urgence aujourd'hui, la loi Tchani. Donc vous pensez que c'est une loi qui a été taillée sur pièce en fonction d'une personne? J'ai fait du droit. Je ne me base pas sur des hypothèses. Il faut des faits allégués et avérés. Donc pour moi, je ne veux pas partir sur oui, les audios existent. Les audios, en droit, c'est un mode de preuve imparfait qui peut être complété par des preuves parfaites. C'est pour ça que je dis que il a dit, oui dire, ça ne m'intéresse pas. La loi Tchani, si aujourd'hui on estime que pour occuper des postes régaliens le plus important, il faut être de père et de mère, on peut le traiter après 2023. Ok. Maître, Moïse Katumbi dit qu'il partira, qu'il quittera l'Union Sacrée si jamais, comme on le disait, la loi Tchani passait au Parlement. Alors, qu'adviendra-t-il dans ce cas pour ces ministres? Et ils auront le choix. Mais ici, en passant, la porte elle est grandement ouverte. C'est-à-dire qu'on adhère à la vision du président de la République lorsqu'on trouve qu'il n'y a pas lieu d'y rester. On ne peut pas forcer une porte qui est déjà grandement ouverte. Voilà. Entre-temps, ça ne sera pas autre chose aussi, ça ne sera pas bénéfique pour les autres, dans le sens, toi là que je m'y mette, ça veut dire vous partez directement, ce sont les 100% Tshisekédistes. Madame, je suis un Tshisekédiste avéré. Je ne suis pas un fasciste. Ok. C'est quoi la différence? Si je suis, la différence, c'est que les gens pensent que Tshisekedi, le fils aujourd'hui, c'est un courant de pensée. Mais lorsque vous voyez le fils, il ne fait que matérialiser ce que son père avait prévu de faire. Si vous avez eu l'avantage de côtoyer Tshisekedi, le père, comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire pour avoir été avec lui chaque samedi, chez lui à la maison, avec beaucoup d'autres personnes en train de parler politique samedi soir, vous pouvez arriver à comprendre que les pensées de cet homme, c'est ce que l'autre est force de le faire. C'est-à-dire que Tshisekédiste il est, nous le sommes aussi, nous suivons sur cette voie-là. Je pense que nous devons faire la part de choses. Lorsque je parle de l'ensemble, que Moïse Katumbi n'a pas de membres de son parti ensemble, pour la République, gouvernement, c'est les partis politiques de Moïse. Il y a une plateforme qui regroupe beaucoup d'autres partis politiques qu'on appelle ensemble pour le changement. Pour le changement, voilà. Prenons ça comme ça. C'est ça en fait. Alors, ceux qui sont au sein du gouvernement ne sont pas membres du parti politique de Moïse Katumbi. De la plateforme. C'était peut-être... Non, pas la plateforme. Parti politique. Ils ne sont pas membres du Ensemble pour la République. Mais qui dirige la plateforme? Oh là là. Non, c'est une question que j'aimerais... Laissez-moi évoluer. Nous allons nous perdre inutilement. Alors, je suis en train de dire ceci, que l'AFDCA, c'est une plateforme qui est dirigée par Bahati Lukwebo. Et qu'il y a un parti politique qu'on appelle AFDC, qui est membre de l'AFDCA. Lorsque les membres de AFDC se retrouvent au gouvernement, ils sont délégués
de l'AFDC auprès de l'AFDCA au gouvernement. Ok? Lorsque vous avez Ensemble pour la République qui délègue au nom de l'ensemble, ok, nous disons que le parti de Moïse Katumbi qui dirige la plateforme Ensemble pour le changement, ok, est représenté au parti. Mais ce n'est pas le cas ici. C'est-à-dire qu'Ensemble, parti politique de Moïse Katumbi, ok, en dépit du fait qu'il dirigerait la plateforme, n'est pas au gouvernement. Alors, la loi de Tiani, il faut... Donc par là, maître, on peut déduire qu'aujourd'hui, si Moïse Katumbi quitte l'Union sacrée, il va quitter avec son parti politique Ensemble pour la République, et les autres sont libres de dire non, je... Un sous-entendu. Oui. Un sous-entendu. Madame, qu'est-ce qui ne vous dit pas que les autres se sont déjà séparés de lui? Ce sont des questions que nous devrions nous poser. Pourquoi avoir choisi y aller, ok, et n'avoir pas choisi d'envoyer les membres de son parti? C'est stratégique qu'on est en politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux ne pas me retirer, je peux me retirer moi, je me retrouverai avec les miens. C'est-à-dire que les membres de mon parti. Je voudrais revenir sur cette affaire de loi Tiani. Il faut qu'on se le dise. C'est quoi le moment urgent pour vous? Puisque vous dites que ce n'est pas l'urgence. Ce n'est pas encore le moment. Il faut attendre 2006, après les élections, ainsi de suite, tout ça. Donc, l'infiltration que nous avons connue dans ces pays-ci, jusqu'au sommet de l'État, c'est-à-dire un Joseph Kabila, ok, des nationalités douteuses, dont moi je n'invente rien, je me réfère à Ibrahim Kabila, oui. Je me réfère à beaucoup de gens qui ont dit qu'ils n'étaient pas de cette nationalité-là, ok. Vous pensez que cette infiltration peut continuer comme ça? Nous disons aujourd'hui, au sein de l'armée, nous avons des problèmes, ok. Nous ne savons pas qui est qui. Nkunda Batouar est général des forces armées, ainsi de suite, tout ça. À un moment donné, il fait la rébellion, il se retrouve devant la Cour pénale internationale. Eh bien, on s'est dit, ben, écoutez, celui-là, il ne l'était pas. Ça pose déjà un problème. On s'est dit, est-ce qu'il ne faudra pas identifier ces gens-là et savoir qui peut accéder à la présidence de la République? Je vous prends une illustration pratique. D'ailleurs, ce sont des faits que nous vivons maintenant. Prenons Hamida Chatur. On la nomme président de la République, ok, et que le pays est agressé. Chatur devra-t-il pencher pour la République démocratique du Congo ou pour l'Inde lorsque un de nos frères est agressé là-bas et que les populations sont en train de réagir en représailles de ce qui est arrivé là-bas? C'est-à-dire que ne mettons pas l'État en difficulté. Même aux États-Unis. Certains vous diront, ils vous disent, quand on est né sur le sol américain, on est d'office candidat éligible pour la présidence de la République. Faux! Il y a des préalables. C'est-à-dire qu'on dit, vous êtes né sur le sol américain, vous êtes américain d'origine ou américain de naissance. Mais il y a des exceptions. On vous dit ceci, que pour être candidat président de la République, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous ayez résidé, ou qu'un de vos deux parents ait résidé 15 ans avant votre naissance sur le sol américain. L'on vous dit aussi, pour que vous soyez président de la République, il faut que vous ayez résidé sur le sol américain 14 ans durant. Mais quel en est l'intérêt? L'intérêt, c'est pour préserver la culture américaine, la civilisation américaine. Vous voyez, ce sont des exceptions qui viennent renforcer. Pourquoi? Parce que l'Américain ne souhaiterait pas quelqu'un qui vient avec une culture russe puisse venir les diriger. Je vous prends une illustration. Vous avez, je vous prends le cas de Moïse. Moïse Katumbi, il est juif, prétendument congolais. Ok? Juif, congolo-juif. Ok? Il accède au pouvoir. La culture juive privilégie l'homosexualité. La nôtre, non. Aujourd'hui, par exemple, vous savez qu'il y a un combat terrible ici chez nous. C'est-à-dire que les Américains, à un moment donné, ils comme on dit, ils vous arborent le drapeau des homosexuels, ok, de la même manière que la Grande-Bretagne, ok. Prenons maintenant que l'ambassadeur Israël vient influencer du côté de son père. Il dit, mais c'est normal, parce que chez toi, ses origines, ils acceptent là-bas. C'est-à-dire qu'on nous aurait imposé une autre culture qui n'est pas la nôtre. Ça, c'est d'abord un fait. Deuxièmement, aujourd'hui, par exemple, nous devons préserver nos cultures. Chez nous, par exemple, c'est là où je m'inscris en faux, pour dire tout simplement que la dot et les coutumières, lorsqu'on voudrait la légaliser, ça devient un problème. Alors, dans nos cultures, nous savons que ce sont les familles qui s'arrangent. Et la femme mérite assez qu'on lui montre qu'on l'a aimée, que c'est-à-dire au prix de telle ou telle chose qu'on est arrivé à prendre possession d'elle. Vous voyez ça? C'est dans nos cultures. Lorsque l'on vient avec quelque chose d'autre qui vient de l'extérieur, la conséquence, c'est tout ce que nous vivons ici. Nous avons importé la démocratie. La conséquence, nous avons des difficultés pour respecter les lois qui doivent permettre à ce que cette démocratie puisse éventuellement... Vous vous en rendez compte maintenant? Et il faut dire, quand est-ce que nous comprendrons cette démocratie-là, mais dans 20 ans? C'est compliqué. C'est compliqué. Et certains vous disent même, vous savez, la démocratie, ça ne s'adapte pas à nous, il faut un peu de dictature.
Il paraît. Non, mais les gens le disent. Tout simplement, pourquoi? Parce que nous avons importé. Je vais revenir un peu sur ce que dit Maître Pinda. Mpinda. Pinda, Maître Pinda. M-P-I-N-D-A. C'est ce que j'écris, hein, donc le M, Pinda. Il faut qu'on le sente dans votre prononciation. Maître Pinda. Pinda. Voilà. Vous avez parlé de la loi Tchani, d'infiltration. Pour régler un problème d'infiltration, il faut un recensement. Le recensement n'est pas fait. Mais vous allez parler d'une loi Tchani, sans avoir fait de recensement. Le premier préalable pour régler le problème d'infiltration, qui émane pas d'aujourd'hui, mais de fort longtemps. Ce problème-là, pour le régler, il faut d'abord faire un recensement. Dans ce cas-là, pour pouvoir mettre en place cette loi-là, il faudrait d'abord faire le recensement. Et si on commence par faire le recensement, on peut aller vers un glissement dans ce cas-là. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il faut qu'on essaie d'aller en fait méthodiquement. On n'a pas fait de recensement, on parle de la loi Tchani. C'est pas possible. Moi, ça me pose un problème. C'est pour ça que je dis comment faire la loi Tchani. Étant donné que sur la loi Tchani, nous sommes d'accord. Pour les postes régaliens, il faut être de père ou de mère. Mais est-ce que toutes ces personnes qui ne sont pas congolais 100% ou congolais de père ou de mère, est-ce qu'ils sont obligés ou amenés à occuper des postes régaliens? Non. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas qu'on fasse des fixations sur une personne, une ou deux. Non. Et moi, je me pose la question, moi qui suis né... C'est-à-dire que là, vous avez cité l'exemple de Hamid Achatur. Ouais. C'est des personnes qui sont nombreuses comme elle au Congo, mais elles ne sont pas toutes vouées à être dans des postes régaliens. Attends, c'est un exemple. Attendez un peu. L'exemple que vous donnez, moi, me pose problème. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Moi, je comprends. Non, vous ne me comprenez pas. Moi, je vous comprends. Non, vous ne me comprenez pas. Si vous me comprenez, vous n'auriez pas parlé de fixation. Moi, je vous ai pris, s'il vous plaît. Je vous ai pris une illustration. Je peux vous prendre aussi les cas de Kofi. Kofi Olomide, oui. Ah, oui. Il a dit en Côte d'Ivoire que sa maman aurait été guinéenne. Oui. Il l'a dit, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est-à-dire que si sa maman est guinéenne... On le sait depuis. Si sa maman était guinéenne et que son père était congolais, c'est un métissage. Je ne fais pas de fixation. Je pars en fait, je prends une illustration parmi tant d'autres. Ça, je sais. Je ne fais pas de fixation ni sur Moïse Katumbi, ni de fixation sur Chatur. Excusez-moi. Ok. Alors, je ne fais pas de fixation sur les individus. Je prends des cas pratiques. Je vous prends des faits, puisque nous avons un petit souci ici avec les Indiens. Ok. Exactement. J'ai dit, je vous évoque si elle était dans cette situation-là. Ou je vous prends encore un autre cas. Je vous prends un autre cas. Prenons que Tshisekedi était gabonais, congolais par exemple, et que nous devions accéder... Oui, mais il y a des gens qui ont sorti aussi cette histoire de sang angolais que sa mère aurait dans le sang aussi. Oui, c'est sa mère qui a le sang. Voilà ce que dit la loi. La loi dit que vous devez être né d'un parent. Pour être congolais d'origine, il faut qu'un des parents soit congolais. Partons maintenant dans ce que dit la loi. La proposition Tchani dit pour que vous soyez président de la République, vous devez être de père et de mère. Ok. Tshisekedi, c'est son père qui est venu, sa grand-mère du côté de sa maman, qui est venue ici et s'est mariée à un Congolais. Ok, sur le sol congolais. Ok. La maman Marthe ne peut pas accéder à la présidence de la République. Pourquoi? Parce que maman Marthe est née d'un parent étranger, selon la logique de la proposition de la loi Tchani. Maman Marthe est mariée à un Congolais. D'abord, il faut comprendre une chose. Maman Marthe, qui est née ici, elle accepte la nationalité congolaise de son père, elle grandit ici, elle devient congolaise d'origine, de par son père. Okay? Vous prenez maintenant Tshisekedi. Tshisekedi, n'en parlons même pas, hein. Ça c'est ancêtre, aïel et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça, congolais. Ils se marient ensemble. Du père, parce qu'il faut que les gens comprennent. Oui, le père. Je parle du père. Les deux mis ensemble, ça vous fait une Congolaise d'origine de par son père et un Congolais d'origine de par son père et de sa mère. Ok. Alors, donc, dès qu'ils prennent Tshisekedi devient congolais, ok, qui naît sous le sol congolais, accepte la nationalité congolaise, il est d'office congolais de père et de mère. Je pense que sur ce point-là, il y a les choses sont claires. On va passer au deuxième sujet. Mike Hammer, qui est l'ambassadeur des États-Unis en RDC, et Moïse Katumbi ont échangé par visioconférence vendredi 20 août 2021 sur la situation politique et la promotion de la démocratie en RDC. Un fructueux échange, selon les dires de chacun, à toutes les questions plutôt d'actualité ont été abordées. Mais Monsieur Christian, pourquoi cet échange en ce moment où la question cruciale du choix des animateurs de la CENI demeure? Et puis il y a aussi quand on parle des animateurs de la CENI, on voit aussi les élections.
Pourquoi échanger en ce moment? Après, pour l'instant, on ne sait pas si M. Moïse va être candidat à l'élection de 2023. Mais si l'ambassadeur américain échange avec lui, c'est que c'est un acteur politique de la place. C'est ça la lecture que vous en faites? Pour l'instant, c'est la lecture que je fais. Après, aujourd'hui, comme je dis souvent, ce qui se passe en Afrique, la démocratie n'est pas encore propre à l'Afrique. C'est importé. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas encore les structures nécessaires pour pouvoir l'appliquer au sens européen. Mais par contre, l'ambassadeur américain, il est très positionné au Congo. Donc, s'il échange avec lui, je pense... Vous ne voyez pas d'anguille sous roche, comme on le dit? Non, moi, je ne vais pas sur des hypothèses. Ok, Maître Richard. Madame, je voudrais qu'on mette un peu fin à cette insulte. Laquelle? C'est de penser que l'homme blanc apporterait une intelligence supérieure à la nôtre. Oui. C'est-à-dire que nous avons été façonnés, nous avons été modelés pour croire que tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui vient de l'homme blanc était excellent. Et pourtant, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, l'humanité, quand vous lisez la Bible, vous lisez même les scientifiques qui vous disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et mieux encore, lorsque vous lisez beaucoup, vous vous rendrez compte que on dit qu'il y a une seule race. C'est la race noire. Et ça, c'est les blancs, même certains blancs qui le disent. La race noire. Exactement. Donc, vous vous rendrez compte de l'exode vers le nord. Exactement. Et ici, je voudrais dire quoi? Moi, c'est lorsqu'on dit ambassadeur c'est ci, ambassadeur c'est là, ambassadeur voilà, ainsi de suite, tout ça. Moi, je trouve ça très insultant. Je vous prends une seule question. Nous sommes aujourd'hui en partenariat privilégié avec les États-Unis. OK? Quel est l'investissement sérieux des Américains en aire de Congo? Il y a quelqu'un sur mon plateau qui a répondu dernièrement, bizarrement il était de la même famille politique que vous, il a dit le fait déjà que ces Américains viennent nous aider à mettre fin au terrorisme, c'est déjà un grand investissement parce que quand la guerre finit, ça veut dire les investisseurs étrangers peuvent arriver. Je vais vous faire une révélation. Vous étiez là aussi sur le plateau. Si vous étiez là. Je vais vous faire une révélation, madame. Je vais vous faire une révélation. Vous connaissez peut-être déjà comment c'est. Le multinational, c'est Bill Gates. Et Bill Gates est protégé par qui? Bill Gates est protégé par les gouvernements américains. Les investissements, c'est les investisseurs ou tout ce que vous voulez, ainsi de suite, c'était la guerre à l'est de la République, ainsi de suite, tout ça. Ce sont les institutions de Bretton Woods qui contrôlent. Pourquoi? Parce que ce sont les entreprises multinationales qui doivent en retour percevoir quelque chose. La guerre de l'est de la République a été fomentée, orchestrée par ces mêmes Américains-là, par tout ce que vous voulez, qui ont financé... Al-Qaïda? Non, pas Al-Qaïda. Qui ont financé, comment dire... Mais si vous dites ça, je vous dirai qui a créé Ben Laden. Ce sont les Américains. Justement. Alors, je vous dis, madame, qui a financé État islamique, vous voulez Kagame, dire? qui l'a aidé? La Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique. Ok? L'instabilité à l'Est, ils ne viennent pas nous aider. Ils viennent par contre pour dire quelle façon nous pouvons changer pour arrêter qu'il y ait des morts, pour que nous continuions à préserver nos intérêts. Le bradage de la Gécamine. Youma l'a dit. Il dit sur le conseil bienveillant de la communauté internationale et principalement de la Banque mondiale, nous avons bradé les actifs miniers de la Banque mondiale, plutôt de la Gécamine. Ok? Mais ce sont ces mêmes individus qui sont derrière là. Ce sont les mêmes États qui sont derrière tout ça. Ok, madame? C'est qui pour dire que non, les Américains ne nous aiment pas à cause de nos beaux yeux. Pour dire que non, madame, lorsqu'on vous regarde ici à la télé, on dit, mais celle-là, elle est extraordinaire, elle est fantastique et tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas le cas avec les Américains. Ils vous disent quels sont nos intérêts. Ils ne trouvent pas leurs intérêts. Ils ne trouvent pas leurs intérêts dans la politique Tshisekedi. Il faut qu'on se le dise. Qu'on se dise les vérités. Ici, je voudrais souligner. Je voudrais ici souligner une chose, madame. Tshisekedi, vous pouvez aller dans une logique. Il vous ramène à ce que pense. Que dit le peuple? Que pense le peuple? Le peuple d'abord. Oui. Alors ici, je surprends beaucoup de gens lorsque je le dis. J'ai dit la souveraineté de la République démocratique du Congo, nous l'avons palpée qu'en 2018. J'attendais peut-être une question, comment ça? Non, ma question c'est de savoir, est-ce avec cette passation pacifique de pouvoir? C'était là que nous avons vu cette... Avec les élections proprement dites. C'est-à-dire que les élections ayant été organisées par nous,
C'est-à-dire sous mais elle a demandé qui? Cette même communauté internationale qui commençait à... C'est une distraction. La communauté internationale vous dit Kabila doit partir. Bah oui, okay? Justement. Non. La communauté internationale, Kabila doit partir. Oui. Mais est-ce que vous savez que les contrats léonais qui ont été cités avec cette communauté internationale ont demeuré et continuent ainsi de suite, tout ça? Moi, je suis avant tout ce que vous voulez, politique et tout ce que vous voulez. Je suis avocat, je suis avocat d'affaires. Oui. Ok? Oui. J'ai reçu des propositions de capital, si vous voulez bien dire, que des capitaux, américains qui voulaient venir investir chez nous. Ok? Ils étaient prêts avec une amie, directeur de la Banque du développement tunisienne. Ok? La réponse qui est sortie de c'était quoi? Nous attendons que le gouvernement nous donne l'air quitus. Que le gouvernement nous dise allez-y. Mais ce gouvernement est en partenariat privilégié avec nous. Ok? Mais pourquoi il ne donne pas ces quitus? Quand il faut envoyer, je ne veux pas me mettre à faire beaucoup de révélations. Non, n'en faites pas. Quand il s'agit de voir les photos de Mike Hammer se baladant avec les sacs de trucs de minéraux, ainsi de suite, tout ça, apprécier la teneur de ces minéraux-là, là vous dites qu'ils sont... L'homme blanc ne nous aime pas. L'homme blanc, on aime l'Afrique sans nous. Moi, je vais juste revenir brièvement à ce que disait Maître Mpinda. En fait, sur l'émission sur l'américaine, les États-Unis viennent nous aider, je n'étais pas là. Sinon, je n'aurais pas eu la réaction qu'a donné le frère qui était là. Les États-Unis ont fait 20 ans à Kaboul. Aujourd'hui, ils ont abandonné les Afghans en étant restés là-bas 20 ans et ils négociaient même avec ces mêmes terroristes. Quand les États-Unis viennent, soi-disant, nous aider à l'Est, ils viennent nous créer encore d'autres problèmes. Parce que, comme l'a expliqué Maître Pinda, les multinationales se font de l'argent quand il y a des crimes à l'Est de notre pays. Monsieur Bill Gates, il est passé de Microsoft au vaccin. Mais il est toujours dans les zones un peu particulières de l'Afrique. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, l'homme noir doit se dire que nous avons fait tant de choses dans l'humanité que l'homme blanc ne peut rien nous apporter. Aujourd'hui, ils nous diront qu'il y a la guerre à l'Est. Mais combien de blancs vont à l'Est de notre pays alors que nous-mêmes, on n'ose même pas y aller? C'est pour ça que je dis qu'il faut lire des auteurs comme Cheikh Anta Diop, qui nous parlent de tout ce que nous avons accompli dans l'humanité. Et ça va permettre à l'homme noir d'arrêter de voir M. Hammer qui est en train de manger un goulou à capé là ou en train de boire des tembo. Ça ne nous intéresse pas. Ils viennent chez nous pour piller, ils ne viennent pas pour nous aider. Alors, vous l'avez entendu, il vous a dit que, moi quand j'ai posé la question, mais pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi est au courant de ça? Puisqu'il est le président de la République, il a été dans les, on va dire pas il a été sous l'aura de son père et qui connaissait tout ça, qui dénonçait tout ça. Pourquoi le même Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui notre président de la République, deal avec ce monde-là que nous dénonçons ici être les pilleurs de notre pays? Parce qu'en politique, il faut être stratège. C'est pas une stratégie qui nous sera mal, on va dire, qui ne va pas nous être bénéfique. Un bon stratège, si vous lisez l'art de la guerre de Sun Tzu, il faut être souvent proche de son adversaire ou de son ennemi pour pouvoir l'exploiter de la meilleure des façons possibles. Et vous pensez qu'on y arrivera? Je ne suis pas conseiller du président. Non, vous n'êtes pas conseiller, mais vous êtes analyste. Comme vous voyez les analystes, parce qu'il y en a qui disent maintenant... Si les conseillers sont efficaces, on pourra faire en sorte de pouvoir... Maître Pinda, j'ai vu une émission ce matin sur YouTube. C'est un monsieur qui, bizarrement, puisque les gens parlent aujourd'hui de la fibre tribale, bizarrement, il est on va dire, de même clan que le chef de l'État. Mais c'est quelqu'un qui est très critique et dans ses critiques, il est parfois insultant même. Alors, il parle d'une complicité dans le pillage de nos ressources par l'État congolais et cette même communauté internationale pour dire Congolais Fungo la Misu. Madame, vous savez, je prends... Et vous nous dites que c'est une stratégie. On aimerait comprendre. Je vous dis, madame, vous savez, vous avez dit qu'il est très critique. Raison pour laquelle je l'ai dit ici. Moi, j'aurais souhaité, vous savez, lorsque on s'en prend à Kadima, certains seraient déjà sortis pour dire, nous, ressortissants de tel, nous, ce sont des choses qui n'arrivent pas chez les Tshisekedi et consorts, ainsi de suite, tout ça. Alors, je voudrais ici faire montre d'une chose, madame. Je suis désolé par vos deux réactions. Expliquez-vous. Est-ce qu'on arrivera à changer les choses? Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ceci et cela? Vous savez, un ancien président américain a dit que d'attendre que les pays fassent quelque chose pour vous, vous deviez vous poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait moi.
pour que le pays... Vous savez, aujourd'hui, avec cette affaire de passe sanitaire en France, je pense que c'est au mois de septembre que on doit arrêter avec ça. C'est déjà en vigueur déjà. Voilà, c'est déjà en vigueur pour arrêter. On a juste poussé pour le mois de septembre. Vous savez pourquoi on en est arrivé à mettre fin à ça? Tout simplement parce que la population s'est organisée, et la population est sortie dans la rue, la population a agi. On nous mate, que ce soit par les dirigeants politiques de la République, que ce soit par ceux qui se servent de ces dirigeants politiques pour nous assévir tout ça. Ok? Tout simplement parce que la population n'est pas organisée ou que la population ne s'assume pas. Vous avez aujourd'hui cette affaire des rames qui nous bouffe sérieusement les unités. Ok? Quand vous suivez sur les chaînes de télévision, nous, politiques, on est là. Non, mais écoutez, ben, ce que vous voulez, cette affaire dérange. Mais combien sont ceux qui sortent dans la rue pour dire non? Ceux qui sont sortis, ou sont combien mais il faut... Non, mais écoutez, oui. on a arrêté et personne n'est plus sorti après, c'est ça? Il faut s'assumer. Non, non, mais les répressions, vous savez que pour que la... On a l'impression que la France, par exemple, la population n'a pas combattu pour arriver aux résultats qu'ils ont aujourd'hui. Et que les États-Unis... Attendez un peu. Non, maître, je reste de me père, s'il vous plaît. Je fais une incise. Madame, s'il vous plaît. Non, je fais juste une incise. Vous êtes de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Vous dites sur ce plateau ici que les multinationales nous pillent et tout ça. Et c'est le président de la République qui émane de votre parti qui en ce moment est vraiment en pleine campagne de séduction, s'il faut le dire, avec ces multinationales-là. Tout à fait. On vous a dit que on essaie de comprendre. Je vais vous aider à comprendre. Oui, on essaie de comprendre, M. Christian et moi, et vous nous dites que nous vous décevons. Vous avez l'avantage. Vous avez l'avantage de n'avoir pas quelqu'un qui crie à tout bout de champ béton, 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 béton. Non, qui oui, moi je n'accepte pas de béton sur ce plateau. Merci beaucoup. Que cela ne tienne. Oui. Mais que cela ne tienne. Je veux réagir pour dire ceci. Le Congo est dépendant à 99%. Quand je dis 99%, je laisse 1% parce que nous avons pris l'initiative d'organiser les élections sur fonds propres. Et j'étais en train de développer une théorie là-dessus. J'ai été interrompu. Alors, lorsque vous organisez les élections sur fonds propres, c'est-à-dire que c'est sur fonds de Congolais, ok, l'argent du contribuable, ainsi de suite, tout ça, on ne vient pas vous imposer comment ces élections doivent avoir lieu. Lorsque l'homme blanc vient vers vous pour vous dire voilà l'argent organiser les élections, la conséquence qu'il vous dit, c'est lui qui doit être président de la République, qui doit être milâtre, c'est lui qui doit être président de la République, qui doit être... non, mais c'est ça, en fait, c'est ça la réalité, en fait. Il vous impose... Non, c'est à titre illustratif. Ce sont pas des pics, hein. C'est lui qui devient, qui est président de la République. On doit faire comme Jean-Pierre Bemba, ou avec Tshisekedi, quand il gagne des élections, en 2011, on est dans la rue, et soudain, vous avez des menaces qui viennent de la Cour pénale internationale. Lorsque vous organisez les élections sur fonds propres et que c'est vous-même qui organisez ces élections, vous avez les dirigeants qui vous disent, ben écoute, c'est un deal à l'africaine et à la congolaise, nous on n'est pas concernés dans ça. Ah non! Mais depuis quand un Congolais peut, ou ambassadeur congolais, peut aller dire son mot aux élections américaines? D'ailleurs, vous avez vu ce qu'il y a eu avec Trump. Ok? Alors, lorsque vous vous opposez ouvertement, qu'est-ce qui vous arrive? On vous tue. Le cas de Mzee Laurent Désiré Kabila. Les cas de Savimbi. Ok, vous savez, Moussika Maman. Les cas du président tanzanien qui est mort récemment ici. Les cas du président burundais. Ok, il faut y aller stratégiquement. Le plus important, c'est quoi? C'est d'abord de permettre à cette armée d'être organisée. Maintenant, là, même si Tshisekedi doit s'opposer, il n'en a pas le moyen. Pourquoi? Parce que nous, on rêve d'abord. Nous, c'est lorsque Mike Hammer échange sur visioconférence avec Moïse Katumbi, on a comme l'impression que Mike Hammer va prendre le pouvoir comme si c'était le pouvoir de son grand-père et le confier à Moïse Katumbi. Et pourtant, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que Mike Hammer est en train d'influencer... C'est pas ce que pense Katumbi aussi. C'est pas ce qu'il pense. Pardon? Non, Katumbi pense. Katumbi le pense. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a constitué un lobbying qui est allé aux États-Unis pour éventuellement mettre en mal Tshisekedi. Lorsque vous avez les médias internationaux qui frappent sur l'état d'urgence, ok, vous comprenez que c'est les jeux des multinationales, et ces jeux des multinationales n'est joué que par ceux qui pensent qu'on doit mettre fin à l'état des sièges. Pourquoi? Parce que l'état des sièges ne leur profite pas. Certes vrai,
ce n'est pas le débat. Il y a des ratés, certes vrais, qu'il faudra améliorer. Mais quelle est la solution, a-t-on en face de nous, que l'on aurait expérimenté 18 ans ou 20 ans? Puisqu'on a tout essayé. C'est-à-dire qu'on se retrouvait à un moment donné en train de concilier les uns des autres. On se retrouvait sur toujours ces conseils plutôt, j'allais dire, bienveillants de la communauté internationale. On a eu, avec nous avons eu, comment dire, brassé, mixé. Désarmé, oui. Nous avons, sur la bénédiction de la communauté internationale, infiltré notre armée par les Rwandais, les Ougandais, les Tanzaniens, les Malawi, tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça. Et lorsque vous prenez les officiers congolais qui étaient dans la rébellion, avec la bénédiction de la communauté internationale que nous avons fait quoi? Mixer dans l'armée nationale pour créer du désordre, que nous les plaçons parce qu'ils maîtrisent ce qui se passe à l'est de la République. Qu'est-ce qu'on fait? On vous traite de n'importe quoi pour faire en sorte que l'état de siège échoue. La communauté internationale. Non, moi ma question, est-ce que le fait, déjà, puisqu'il est dit que Moïse Katumbi est en train de faire une campagne, est en pleine campagne de séduction auprès des grands décideurs de ce monde, comme on les appelle, alors est-ce que le coach tshisekidiste devrait s'en inquiéter, surtout quand une grogne s'intensifie au sein de l'Union sacrée nationale? Vous n'avez pas seulement aujourd'hui Moïse Katumbi qui dit qu'il peut quitter cette union sacrée nationale à cause de cette proposition de la Tchani, mais il y a aussi ceux de Vital Kamerhe qui sont en grogne à cause de l'arrestation de leur patron. Pour détournement. Mais il faut finir la phrase quand même. Oui, pour détournement. Est-ce que Tshisekedi devrait s'en inquiéter? Après, moi je répondrai en métaphore. En fait, en Afrique, quand on est au pouvoir et qu'on fait les élections de façon efficiente, on peut toujours avoir la possibilité, si on bat campagne très bien, de gagner. C'est une métaphore. Oui. Par la suite, la réalité, c'est que aujourd'hui, les maîtres Pindi a parlé de la France. Ne massacrez pas mon nom. Maître Pinda. Ça veut dire guerrier dans sa langue. A parlé de la France. Aujourd'hui, la France n'est pas un modèle parce qu'ils n'ont pas réussi à lutter contre le pass sanitaire. Aujourd'hui, il n'y a plus de résilience en France. Non, il ne dit pas que vous... C'est pas l'exemple parce que... Oui, non, il ne dit pas que... Oui, par exemple, voilà. Par rapport à la résilience, il ne dit pas que vous en faites un truc. Non, je parle sortir de quoi? Non, par exemple, vous avez dit qu'il faut se prendre en charge. Oui. Mais la France, aujourd'hui, ils ne sont pas pris en charge face à la Covid. Parce qu'ils ont accepté toutes les mesures possibles. Non, vous ne m'avez pas compris. Non, s'il vous plaît, qu'il finisse. Non, vous allez revenir, s'il vous plaît. Non. La population est sortie dans la rue. Les gilets verts et tout ce que vous voulez sont sortis dans la rue. Je suis souvent en France, ils ne sont pas sortis aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, là. Les gilets jaunes sont sortis avant la Covid. En période de Covid, mais il n'y a pas eu de Français qui se sont retrouvés dans la rue ici. Ils sont sortis, mais il n'y a pas d'efficacité. Donc c'est pour dire que la mobilisation, elle est faible. Oui, vous allez, oui. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander aux Congolais de se prendre en charge si on ne leur donne pas les possibilités, la structure de le faire. Parce qu'on a vu des Congolais sortir, on a vu comment ils ont été réprimandés. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui... Là, vous parlez du RAM, hein, oui. Je parle du RAM aussi. C'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est bien de nous dire qu'on peut se prendre en charge comme en France, mais en réalité, ça ne sera pas le cas. Il faudrait qu'on essaye de organiser des moyens et des échanges. Des moyens, des échanges pour pouvoir lutter ou essayer d'obtenir quand même quelques résultats. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la Banque mondiale et le FMI sont des fléaux pour l'Afrique. Parce qu'à chaque fois qu'on aura des guerres, à chaque fois qu'il y aura des interventions, par la suite, c'est les mêmes qui vont nous prêter de l'argent pour pouvoir, soi-disant, reconstruire avec des taux d'intérêt. Donc, ils créent le problème pour donner une solution à eux. Ils créent le problème, ils créent une solution. On vous donne des prêts. Du chaos. On vous donne des prêts. Vous allez passer votre temps à rembourser les intérêts. Du coup, vous êtes toujours endetté. C'est un circuit économique qui reste toujours le même pour la France. Très vicieux. Félix, c'était votre mot de la fin. À moins que vous voulez rajouter quelque chose. Non, du tout. J'ai apprécié avec Maître Pinda. Voilà. Pinda. Ne poussez pas non plus à sortir son gosier en disant Pinda, non quand même. Alors Félix Tshisekedi n'a-t-il plus que Bahati et ses partis alliés pour soutenir sa candidature en 2023, et ce pour combien de temps, maître? Je pense que nombreux sont ceux qui ne sont pas avec qui soutiennent. Alors dire qu'il n'a plus que ça, ok? Je pense qu'on se voit la face. Je vous prends, madame, une illustration qui a été assez décevante. Lorsque, par exemple, cette affaire des tribalismes a pris de l'ampleur, c'est disparu. Hein?
C'est pour dire quoi? Que le Congolais n'est pas tribaliste. Je veux vous relever un fait. Que dans notre constitution, il y a des pièges tribalistes. Vous prenez par exemple la représentativité. La représentativité, c'est, comme on dit, ce sont des germes de tribalisme. C'est-à-dire qu'on vous prendrait vous, non pas parce que vous êtes compétent, vous pouvez faire en sorte que le pays aille de l'avant, mais plutôt on vous prendrait vous, pourquoi? Parce que vous avez entré dans cette représentativité. Vous appelez ça la géopolitique. N'importe quoi. En fait, madame, c'est ça la conséquence d'avoir importé une loi, une constitution qui a été rédigée en France, dans la philosophie française, et puis on vient vous l'imposer ici. Et pourtant, vous définissez, il a dit être juriste, c'est-à-dire que la toute première définition que j'ai appris moi en droit, en G1, c'était que le droit, la règle du droit, était la réalité d'une société donnée. Alors lorsqu'on vous prend une réalité qui vient d'ailleurs, ça vous devient compliqué et difficile. Donc vous ne pourriez pas l'appliquer. Ça c'est un fait. Vous allez vous rendre compte, madame, que lorsque l'on parle du découpage, c'était fait dans un but précis. Je dirais même que c'était fait dans une inspiration. Non, c'était fait sur base d'une inspiration. J'ai l'impression que ça pouvait être roubérienne. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que Roubérois accédera au pouvoir que comme ministre de la décentralisation. Et avant de quitter ce pouvoir-là, il va se retrouver dans une situation chaotique à Minembwe pour éventuellement faire de Minembwe une commune. Et après, vous allez vous rendre compte, comme nous parlons de la décentralisation, c'est-à-dire que l'auto-administration, l'auto et tout ce que vous voulez, à un moment donné, au nom de l'auto-administration de peuple, au nom du droit de peuple à s'autogérer, ils vont se dire, ben, écoutez, nous voulons être une nation. Exact. Vous voyez? Donc le danger, c'est celui-là. Nous ne sommes pas tribalistes. Aujourd'hui, par exemple, pour être gouverneur d'une province, il faut nécessairement être originaire de là. Pourquoi? Parce que vous devez, en principe, battre campagne auprès de vôtres, et auprès de vôtres, qu'est-ce que vous faites? Vous influencez les autres provinces, d'autres tribus. Et ici, madame, la difficulté, c'est quoi? La difficulté, c'est que lorsque vous êtes là parce que vous avez été élu par telle tribu et que telle tribu a influencé les autres, lorsque vous ne réfléchissez pas dans le sens des autres tribus, les autres tribus se mettent en guerre. C'est-à-dire que le sentiment tribal va de plus en plus grandissant et ça met en mal l'unité nationale. Solution. Je vois déjà de l'autre côté, on est en train de nous dire que c'est oui. Solution ou... Il faut rendre l'antenne. Oui. Voilà, il faut déjà rendre l'antenne. Il ne faut pas rendre l'âme de l'antenne. Il faut seulement rendre l'antenne. Voilà. Alors, ici, madame, la solution, c'est quoi? La solution serait d'abord par rapport à la représentation, à la représentativité, les laguer dans la Constitution. Militer pour la compétence. Toujours. Je vous prends une illustration, mais que nous sommes arrivés. Oui. Vous prenez Noël Tiani, à côté de l'actuel gouverneur. Noël Tiani brandissait toujours, moi je vais à la Banque centrale. Moi à la Banque centrale, je ferai ceci. Mais lorsqu'on vous sort un CV aussi long que de cette dame-là, Noël Tiani c'était. Pourquoi? Parce que c'est la compétence qui a prévalu. Vous voyez? C'est ce qu'on aurait souhaité. Et pour revenir à Bahati Tshisekedi, on va dire que c'est... Parce que la question, c'était dans cette union sacrée, comme on disait au début, je vous posais la question, c'était un panier à crabes. Aujourd'hui, Bahati dit qu'il a déjà présenté Tshisekedi comme son président, son candidat président en 2023. Mais c'est pour combien de temps? Est-ce qu'il n'y aura pas un volte-face d'ici là? Puisqu'avec Moïse Katumbi, on le sent déjà, les caméristes, il faut le dire vrai, on les voit déjà dans l'opposition. Non, mais les caméristes, il faut se le dire, ils ne sont pas à l'opposition parce qu'ils vont en contre-courant de valeurs du président de la République. Oui, ils sont blessés. Et pas, mais ils n'ont qu'à être blessés. Ils ont des blessures. Qu'est-ce qu'on fait d'un criminel? Souvent, quand je dis ça comme ça, ils vont par-dessus, oh non, Richard a fingité. Quelqu'un qui est condamné au premier degré, il est condamné au second degré, comment on l'appelle? Non, madame, ça fait sortir de vous. Comment on l'appelle celui qui est condamné au premier degré au second degré? Je ne suis pas un homme de loi, une femme de loi ou un homme de loi. Comment on appelle quelqu'un qui est condamné au premier degré ou au second degré? Celui qui est condamné. C'est écrit. Ok. Merci beaucoup, Maître Mpina. Qu'est-ce que vous voulez? Maître Mpina, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci
Monsieur Nzungu, pour votre troisième participation, c'est ça, cette émission. Même très belle émission. Merci, vous n'étiez pas là sur le sujet, parce que j'avais demandé, mais il n'y avait pas de possibilité. Ah, ok, ça va. Merci beaucoup à l'équipe qui a réalisé cette émission. Je vous retrouve le vendredi. Qui ne nous ont pas donné beaucoup de... Les réalisateurs juste à côté, en train de nous dire Bokata. C'est le caméraman. Les réalisateurs et de l'autre côté de la baie vitrée. Il est en train de transmettre le message. Merci beaucoup. J'ai toujours une difficulté on va dire, à chuter, à désannoncer mes émissions quand je reçois des hommes politiques d'un certain bord. Je parle de l'UDPS. Voilà, j'ai toujours eu beaucoup de mal à désannoncer mes émissions. Non, mais c'est parce que vous nous aimez beaucoup. Vous aimez bien qu'on continue avec vous. Il parle. Merci beaucoup. Au revoir. À vendredi. Voilà.